Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime détester et qu'on déteste en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Chers amours, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en pleine semaine de mise à l'arrêt du pays selon les syndicats, alors on espère que vos chaussures ont été d'un grand confort pendant ces manifs et que vos plus belles punchlines ont été taguées sur des pancartes ou collées sur des murs ou subversivité. Contre la méchanceté du travail, on colle du papier. En tout cas, si vous êtes en télétravail ou que votre emploi du temps est perturbé par les grèves, eh bien, plongez-vous dans nos anciens épisodes. Ils sont tous sur les plateformes d'écoute. Et si vous avez juste 5 minutes avant d'hurler Darmanin d'émission, pas de souci. Vous pouvez écouter nos pastilles comme ma rôtisserie ou la reco d'Audrey, celle qui vous permet de briller en société. Et d'ailleurs, elle est en face de moi. Comment vas-tu, Audrey ? Ça va, en tenue de manif, prête à en découdre avec le patriarcat et avec la réforme des retraites, avec mes docs et mes tubes de sérum. Ouais, j'ai mon petit sérum fille dans ma banane et tout, donc ça va très bien. Et toi ? Eh bien écoute, moi ça va, mais cette actu justement si chaude, elle gronde notamment au niveau de la pop culture. Alors qu'avez-vous raté, les amours ? On vous fait tout rattraper avec notre remise de prix imaginaire. Qui sont nos losers ? Qui sont nos winners ? C'est maintenant. Win ou lose ? Telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine ? Roulement de tambour. Mao, dis-nous tout. Est-ce que tu as un loser pour commencer ? Évidemment, j'ai un loser et c'est un loser en bande. Tout TikTok en parle au point qu'on se demande si ce n'est pas un coup monté par les internautes. Les mots-clés sont Selena Gomez et oh, grosse surprise, quel nom relié à ça ? Justin Bieber. Yes, of course, et sa femme Hailey Bieber. Et donc, par extension, toutes les copines, tous les chiens de garde des uns et des autres, comme Taylor Swift ou Kylie Jenner. C'est le drama le plus vide de sens depuis qu'une certaine Ève aurait croqué une pomme parce qu'un serpent un peu chelou lui a dit que fallait pas le faire. Et depuis, c'est complexe. Il y a la guerre en Ukraine, la terre se meurt et Trump utilise un mauvais fond de teint. Cette histoire, c'est le vide et je me suis pris la tête pour la reconstituer. C'est vraiment Mean Girl. Mais tu sais quoi ? Au moins, dans Lolita malgré moi, le scénario avait du sens. Ouais. En gros, Selena, elle a fait une story pour dire qu'elle avait mal fait ses sourcils. Du coup, Hailey, l'épouse de Justin, l'ex de Selena, se serait fichue d'elle avec une story interposée. Ensuite, Kylie Jenner aurait fait la même chose pour se ficher aussi de la fameuse Selena. Du coup, tout le monde ressort des gates et des espèces d'histoires qui montreraient qu'en fait, Hailey Bieber serait une fan cachée, complètement démentielle de Selena Gomez. Okay. Et qu'elle essayait de manifester son mariage avec Justin. Je t'en redis quelques-uns, c'est un peu marrant, il y a des trucs qui ressemblent à des camoulox. Alors, il y a la photo qui ressort de Hailey Bieber sur un tapis rouge qui a un magazine sur lequel on voit le couple adolescent et elle raconte à quel point elle est fan d'eux. Elle faisait apparemment des allers-retours aussi en voiture devant leur résidence. Selena se fait attaquer par grossophobie, disons, depuis qu'elle a des variations de poids dues à la maladie du lupus. Et Hailey et Kendall en ont fait une vidéo, enfin en ont fait, c'est ce que supposent les gens qui regardent ces vidéos. Une vidéo avec un audio qui disait I'm not saying she deserves it, but God timing is always right. Je dis pas qu'elle le méritait, mais je dis que le timing de Dieu a toujours raison. Le timing de Dieu... Camoulox. Au 29 ans du chanteur, récemment, Justin a offert un cadeau à ses invités, des briquets en argent, avec marqué « Je suis si reconnaissant de ne pas avoir eu ce que je pensais vouloir ». Ouh là là, la toile se dit, ouh là là, est-ce qu'il parle de Selena ? Je pense que Selena a vraiment d'autres choses à faire entre, je sais pas, son lupus, son microblading et des albums et, I don't know, une carrière à gérer. Peut-être que derrière cette présumée jalousie et cet évident mimétisme, Hailey cache un désir inavouable pour Selena et peut-être que c'est la fanfiction qui manquait. Au porno lesbien, I don't know, just let's go. De toute façon, l'imaginaire est ouvert sur cette affaire. Vraie rivalité, situation de montée, on n'en saura probablement jamais. Je pense tout simplement que les gens s'ennuient et que réfléchir à cette histoire, c'est le meilleur remède contre la déprime saisonnière. Alors pourquoi pas, let's go. Audrey, j'espère que pour contrebalancer cette histoire qu'aucune série B n'a écrit, et il y avait peut-être une raison pour laquelle aucune série B ne l'avait écrit, quel est ton winner ? Alors, moi, cette semaine, j'ai pas mal de winners. En gros, c'est 3
3 assos. Je vais commencer un peu par une petite histoire. Je sais pas toi, Mao, mais moi perso à l'école, à part m'expliquer vite fait l'anatomie des appareils génitaux, en omettant bien sûr le clito, et en me montrant grossièrement comment on fait des bébés entre personnes hétéros, j'ai pas vraiment eu d'éducation sexuelle. Absolument. À proprement parler. Ça a peut-être à voir avec le fait que j'étais dans un collège catholique dans le fin fond de la Nièvre. Pareil, moi catho pas mixte, et j'ai appris à 13 ans que ça sortait pas du ventre, mais du vagin, je savais pas qu'on en avait. Certes, ça, j'étais particulièrement en retard, chacun son truc. Oui, ça peut venir de là. Mais en vrai, même dans mon entourage qui n'était pas dans le fin fond de la Nièvre, je connais pas une seule personne qui a vraiment eu des cours d'éducation sexuelle. Ouais. Et du coup, t'as 3 associations, SOS Homophobie, le Planning Familial et SIDAction, qui attaquent l'État en justice administrative pour le contraindre à appliquer au moins 3 cours d'éducation sexuelle annuels à l'école. Parce que même si, en théorie, en fait, on est déjà censé le faire, parce qu'il y a une loi qui existe, la loi de 2001, en fait, je pense que les jeunes apprennent plus en ligne et pas forcément avec les bonnes ressources, tu vois, plutôt qu'à l'école. Et à l'école, toujours selon la loi, on est même censé être sensibilisé aux violences sexistes et sexuelles. Alors moi perso, à l'époque, j'en ai pas du tout entendu parler. Je sais pas ce qu'il en est maintenant. Les chiffres disent vraiment pas la même chose parce que selon un sondage récemment lancé par IFOP et commandé par justement les 3 associations en question et réalisé auprès d'1 millier de jeunes de 15 à 24 ans, eh bien il y a 17% des personnes interrogées qui disent n'avoir jamais eu le moindre cours sur la question. Et parmi les autres, il y a seulement un tiers qui dit avoir bénéficié des 3 séances annuelles prévues. Et quand on sait que les violences sexuelles sont en augmentation et que la plus efficace des solutions, ce serait d'attaquer le truc à la racine, à la source, surtout au plus jeune âge, c'est un peu con, tu vois, qu'on n'ait pas ces cours-là à l'école. Donc, comme les associations se sont dit, l'État n'est pas au-dessus des lois, elles ont attaqué. Et voilà, même si dans 99% des cas, l'État est effectivement au-dessus des lois, on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. J'ai hâte de voir, en tout cas, ce que la justice va donner. De ouf, et merci à ces 3 associations d'avoir pointé ce manquement. Et toi, est-ce que moi aussi j'ai un winner? Ah oui, j'en ai un et pas des moindres. Mon winner est une icône queer, aussi talentueux que courageux, que beau, c'est une devinette. Moi? Oh mon amour, trop hâte de te mettre en winner, évidemment. Je suis désolée, le calendrier des dates fait qu'il s'agira d'Elliot Page. Cette nullité qui n'a fait que 5 films, je sais que t'as fait tant d'autres choses mieux. Elliot Page, l'acteur révélé par le film Juno, a eu 36 ans il y a un peu plus d'une semaine, le 21 février, et je me disais que c'était l'occasion de lui rendre honneur, de reparler de son parcours. N'hésitez pas à l'inonder d'amour, tant son courage et son travail pour la représentativité des personnes trans et des personnes LGBTQI permet un petit peu d'ouvrir les portes robustes d'Hollywood. Je refais un petit peu le parcours pour se rendre compte de ce qu'il a pu faire. Dis-nous. Il a été révélé par son rôle d'adolescente enceinte. Je sais pas si tu as vu ce film Juno. Yes, ça fait tellement longtemps. Énorme carton. À ce moment-là, Elliot est propulsé sur le devant de la scène avec notamment une nomination aux Oscars. Et question com, on lui déconseille de révéler son homosexualité et encore moins de porter les vêtements de son choix. On lui demande de porter des talons hauts et des robes moulantes. C'était la seule voie possible à l'époque. Forcément une expérience qui a été un petit peu difficile pour l'acteur. En février 2014, lors d'une campagne organisée par Human Rights, sur la scène de Time to Thrive, il fait son coming out. Et son engagement influe à ce moment-là sa filmographie. Il s'engage de plus en plus, il devient de plus en plus militant dans ses choix. Notamment, il coproduit en 2015 un film qui s'appelle Free Held, qui raconte l'histoire d'un couple de femmes qui se battent pour leurs droits. Décembre 2020, l'acteur révèle sur les réseaux sociaux avec une lettre ouverte sa transidentité et sa non-binarité. Il joue à l'époque le rôle de Vanya de Umbrella Academy, qui le remet sous le feu des projecteurs. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il a mis au pas le monde du cinéma, puisque Netflix s'est adapté à lui et a modifié la trame narrative de la série lors de sa 3e saison pour qu'elle colle à la transition de genre de l'acteur. Son personnage fait donc lui-même une transition et change de nom. Au revoir son dead name. Son ancien dead name à lui est enlevé de tous les génériques. Et c'est une transition qui est aussi racontée avec bienveillance, en miroir de celle que vit le comédien. Donc par exemple, la première découverte de sa coupe de garçon, l'empathie qu'il peut avoir de plus en plus forte envers les autres personnes de la communauté LGBTQI. Et loin donc de la glamourisation de la souffrance qu'on peut souvent voir dans les récits de transidentité, la série offre une représentation heureuse de sa transition. Alors vraiment, on souffle d'immenses bougies pour te dire bon anniversaire Elliot. Happy birthday. Moi je vais changer d'ambiance.
va te dire, genre, on pète tous les ballons, la fumée s'émancipe s'émancipe. Émancipation. Non, là, j'ai vraiment un bon vieux loser. C'est Elon Musk. Encore lui. Encore. Et ne déçoit jamais. Non, jamais. C'est comme un Xanax ou un bon coup. Écoute, quand c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Quand il n'est pas accusé de fraude, d'agression sexuelle, ou alors il rétablit pas les réseaux sociaux de gros fachos comme Donald Trump, Elon Musk, il a encore un petit peu de force, un petit peu d'énergie pour accuser à son tour. Et cette fois-ci, il accuse les médias d'être racistes envers les Blancs. Ah, voilà. Enfin, le racisme anti-blanc, ça faisait longtemps. Voilà, je sais que ça t'avait manqué. Non, pas du tout. Alors, tout est parti en fait d'une polémique autour du dessinateur qui s'appelle Scott Adams. Alors, perso, je ne le connaissais pas. Il a réagi en fait à un sondage de Rasmussen Reports. C'est une société conservatrice, donc évidemment, les résultats sont pas du tout biaisés. Ouais, okay. Évidemment. Et donc, les interrogés devaient répondre à une affirmation qui est pour le moins bizarre. L'affirmation, c'était « c'est bien d'être blanc ». Voilà. Ok, c'est ça. Et voilà, donc à 26%, la population noire aux États-Unis désapprouvée, contre 12% de l'ensemble de la population. Du coup, le chiffre est plus élevé pour la population noire. Alors, ce pourcentage plus élevé pour les Afro-Américains, il peut s'expliquer, par exemple, au hasard, par les politiques racistes aux États-Unis, les violences policières. Enfin, il y a plein d'autres critères. Et pour autant, Scott Adams a préféré dénoncer les résultats du sondage sur YouTube avec des propos complètement haineux. Alors il dit « Je ne veux rien avoir à faire avec eux » en parlant des Noirs. Le meilleur conseil que je puisse donner aux Blancs, c'est de s'éloigner des Noirs. Voilà, tout simplement. Donc résultat, les titres de presse qui publiaient les planches du dessinateur ont mis fin à leur collaboration avec lui. Et donc, là je vais en revenir à notre cher Elon Musk, celui-ci a réagi sur Twitter en disant les médias américains étaient racistes à l'égard des personnes non blanches. Bon, merci de t'en apercevoir Elon. Et maintenant ils sont racistes envers les blancs et les asiatiques. On ne sait pas vraiment où est le lien avec toute l'histoire, il a vraiment fait un saut. Enfin en tout cas je trouve ça très marrant tout ça Elon, parce que pour rappel Tesla, ton entreprise a été poursuivie à plusieurs reprises pour discrimination raciale et a perdu d'ailleurs un procès très médiatisé pour harcèlement anti-noir subi par un ancien employé. D'ailleurs, tu avais aussi, Elon, été poursuivi pour avoir ignoré des accusations de racisme et de harcèlement sexuel dans ton entreprise. Deuxième petit rappel, tu as supprimé un conseil qui visait à modérer Twitter. Tu parles de virus woke qui menace la civilisation et tu prônes une liberté d'expression sans limite, même pour les fachos dont les comptes bannis sont réhabilités par tes soins. Ouais. Dernier rappel, Elon, le racisme anti-blanc est aussi réel que ta crédibilité. D'ailleurs, il y a un avocat des droits civiques qui l'explique très bien, il s'appelle Brian Levin, et il dit le racisme systémique nécessite non seulement un sectarisme généralisé au sein d'un groupe, mais également une composante structurelle qui permet d'imposer la discrimination et l'oppression à une minorité en raison d'un avantage d'accès et de pouvoir. Donc, un milliardaire blanc d'Afrique du Sud qui a récemment perdu une affaire de discrimination raciale très médiatisée n'est peut-être pas le mieux placé pour offrir des conseils. Voilà. C'est clair. Bye bye, méchante personne. Désolée, quand je dénonce grave, c'est comme une conclusion. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Ils ont osé. Sur HBO sortira bientôt la série The Idol. Et c'est la nouvelle série du créateur d'Euphoria, Sam Levinson. Je le dis tout de suite d'entrée de jeu parce que c'est comme ça qu'est brandée, qu'est marketée cette fiction. Dans la publicité américaine, il est même noté du créateur d'Euphoria. C'est juste que par contre, c'est écrit en majuscule. Alors c'est pour ça que tu hurler. Oui, d'Euphoria, Sam Levinson. Et de sa Sick and Twisted Mind. En gros, en traduction, cette série vient de son esprit tordu et malade. C'est-à-dire que sa perversité est un argument de vente et de visionnage. C'est comme si moi, mes stories étaient marketées avec de la tête fonce-dé de Mao en soirée. On n'utilisera pas mon alcoolisme mondain pour gagner des abonnés. Eh bien, cette série pas encore sortie, elle fait déjà parler d'elle en mal. Parce que avant l'arrivée de Sam Levinson, qui certes était co-créateur de la série avec The Weeknd, n'en était pas le showrunner, le réalisateur. La série, lorsqu'il arrive, avait déjà été tournée à 80% et les épisodes étaient jusqu'alors dirigés par une femme, la réalisatrice Amy Seymetz, qui avait déjà signé une supra-série qui s'appelle The Girlfriend Experience. Et son arrivée à Levinson a tout changé. Plein d'épisodes ont été recommencés à zéro, le tournage est devenu chaotique,
chaotique, des deadlines impossibles à tenir, des budgets explosés, passant de 55 millions à 75 millions, et ces conditions de tournage supra difficiles. C'est pas comme ça, juste des choses qu'on pense. Non, ce sont 13 personnes ayant travaillé sur la série qui en témoignent auprès du magazine Rolling Stone. Alors, je vous résume en 2 mots l'histoire pour que vous compreniez ensuite de quoi on va parler avec Audrey. C'est l'histoire d'une pop star montante interprétée par Lily Rose Depp, bon, Nepo Baby, qui tombe l'œuvre d'un voyou, un gérant de club de Los Angeles. Et à partir de ce moment-là, c'est une mise en scène de l'amour-passion, une romantisation de la perversité et des rapports de pouvoir, puisqu'elle revient tout le temps vers lui pour sauver son talent et sa carrière. Et encore une fois, c'est juste The Weeknd qui produit la série, qui joue d'ailleurs un des rôles principaux. Vraiment, le mec a tout payé pour se faire un kiff. C'est clair. Si moi, je décidais de payer Netflix pour faire une série sur une meuf qui fait du stand-up et d'un coup elle a du succès, pourquoi pas. Et il trouvait que finalement le regard masculin n'était pas assez mis en avant, et pour nous du coup ça dit quelque chose, et c'est l'occasion pour moi et Audrey de définir et de préciser les concepts de female gaze et de male gaze qui ont lieu au cinéma, et par extension de parler de l'hypersexualisation des femmes au cinéma, parce que sous n'importe quel prétexte elles sont nues, souvent lorsqu'un homme dirige. Elle boit un café en télétravaillant, elle est nue. Elle cuisine, elle est nue. Elle prend une douche, elle est nue. Ça va trop loin. Voilà, il faut choisir ses combats. Alors reviens un petit peu pour nous Audrey sur ces témoignages des personnes qui ont travaillé sur le tournage et qui en ont parlé au magazine Rolling Stone. Ouais, il y a pas mal de témoignages. Comme tu le disais, le tournage a pas mal déjà été retardé par Sam Levinson. Il y a eu beaucoup de réécriture, beaucoup de re-shooting de scènes, etc. Mais prépare-toi, il y a quand même une sacrée couche de faits à dérouler. Au final, le projet qui était censé être une satire de la starification au XXIe siècle, au final, c'est la satire en elle-même, en fait. C'est devenu ce que elle-même. Voilà. Tu voulais dénoncer un truc, tu es devenu cet enfer-là. Exactement. C'est vraiment très intéressant, mais en termes de philosophie et de Schopenhauer. Peut-être pas en termes d'expérience d'acteur et d'actrice. Ouais, je pense qu'ils ont pas trop kiffé. Les gens impliqués justement dans la production, ils décrivent un environnement très très toxique et des scripts très problématiques. Heureusement, toutes les idées tordues de Sam n'ont pas été tournées. Il y a une des personnes de l'équipe qui s'est confiée justement à Rolling Stone, comme tu le disais, et elle dit je me disais que je ne pouvais pas avoir un travail qui me faisait pleurer tous les jours parce que je n'ai eu que 2 heures de sommeil et qu'on me tire dans 100 directions différentes parce que personne ne sait ce qu'il fait ou que personne ne sait ce qu'il veut. Donc voilà, ça avait l'air d'être un enfer. Très probable et sur un malmenage psychologique. Ouais, vraiment surmenage. Tout a été re-shooté sans cesse, réécrit. Voilà, pas d'heure de sommeil pour l'équipe. Et le magazine Vulture aussi écrivait Sam Levinson et The Weeknd auraient transformé la série The Idol en ce que les membres de la production décrivent comme une torture pornographique et simplement le fantasme de viol d'hommes toxiques. Donc rien que ça. Et d'autres sources aussi ont affirmé que le script de la série de Sam Levinson contenait des scènes très 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 dérangeantes avec des violences physiques et sexuelles. Il y a par exemple une des scènes qui était proposée par Sam Levinson, mais qui au final sur son sick and twisted mind. Franchement, au final, elle n'a jamais été tournée, mais ça consistait en ce que Lily Rose Depp s'insère un œuf dans le vagin. Un œuf de poule? Un œuf de poule dans le vagin. Makes no sense. Et que si son personnage venait à le casser ou à le faire tomber, et ben le personnage de The Weeknd refuserait de la violer. Donc ce qui implique aussi qu'elle aurait voulu qu'il le fasse. What the fuck. Finalement, ça a jamais été tourné parce que l'actrice aurait vraiment dû s'insérer l'œuf dans le vagin. Donc voilà. On connaît pas ce dicton, un scénario sans œuf dans une chatte ne donne. Ah non, ça n'existe pas. Non, vraiment, ça n'existe pas. Pour moi, c'est a sick and twisted mind. Vraiment a sick and twisted mind. Et Levinson a également été absent des plateaux pendant l'entièreté du projet, sauf les jours où il y avait des scènes de sexe. Et il y a également des scènes où Lily Rose Depp se faisait tabasser et où elle suppliait l'autre personnage de continuer de la violer parce que ça le faisait bander. Voilà. Donc vraiment violence sexuelle romantisée, culture du viol à fond. Ce qui est merveilleux avec le patriarcat, c'est qu'il ne s'arrête jamais à un pays, un peu comme Tchernobyl, tu vois, qui se serait arrêté à nos frontières. Non, le patriarcat va partout, toutes les classes sociales, tous les pays. Et en France, on a aussi notre Levinson, et c'est un grand nom, pareil, qui rapporte de l'argent, malgré les échos répétés de tournages abusifs. Et je parle d'Abdelatif Kechiche. Ouais, évidemment. En 2013, La vie d'Adèle est Palme d'Or au Festival de Cannes. Ce film est un énorme événement en France. Il y a les actrices Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos qui jouent dedans, et c'est notamment ce film qui a fait connaître cette dernière. Et c'était la première fois qu'un film mettait en scène un couple lesbien de cette façon-là. Et donc, c'est vrai qu'en soi, c'est un objet cinématographique absolument nouveau et tout. Mais les conditions de tournage, des années après, le temps que le trauma passe un peu, en 2017, auprès du journal américain Daily Beast, Léa Seydoux revient sur le tournage et elle le dit, jamais je ne retournerai travailler avec lui. Tout simplement. C'est clair. Et l'exemple qu'il donnait, ça me fait penser à ce que tu racontais sur Levinson, c'est qu'il y a besoin d'une scène de sexe lesbien. Elle est connue, elle dure 7 minutes dans le film. Elle, d'ailleurs,
anormalement longue pour la 7 narration minutes, c'est beaucoup du film. Ouais. Eh bien, cette scène qu'on aurait imaginé être bouclée en une journée, sachant qu'elle devait être constamment nue et que c'est du vrai sexe, il n'y a pas eu de doublure pour ça, eh bien, ça a duré 10 jours. Wow, et 10 selon jours. Léa Seydoux, Abdelatif Kechiche serait un génie torturé qui exerce une forme de manipulation auquel il ne faut, je cite encore, ne jamais tenir tête. Exactement le même scénario que Levinson. Et dans les colonnes du Guardian, où elle avait signé, Léa Seydoux, toujours une tribune en pleine vague du mouvement MeToo, elle raconte « Il n'arrêtait pas de nous regarder, Abdelatif, et rejouer les scènes en boucle dans une sorte de stupeur. C'était dégueulasse. » Exactement pareil quand tu dis que le créateur d'Euphoria venait sur les plateaux que lorsque les scènes de sexe étaient en train d'être jouées. Donc on est dans une perversion, j'imagine, qui pouvait mettre à l'aise les actrices. Je rigole. Bon, revenons-en. Asia Idol, comment les principaux intéressés réagissent ? On n'a rien fait ? C'est des hystériques. Non, que disent-ils ? Non, en gros, il s'est divisé un peu en deux parties. T'as les principaux, ceux qui sont plus sur le devant de la scène, qui défendent Sam Levinson. Et puis t'as ceux qui étaient un peu en coulisses, qui vraiment dénoncent, quoi. Alors, face aux polémiques, il y a The Weeknd, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de tweeter au magazine Rolling Stone, qui avait donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, publié une vive critique de la série. Il a tweeté « Est-ce qu'on vous a contrarié ?» Et accompagné de ça, il y avait un extrait du film dans lequel on voit la personne qui s'occupe des relations presse du personnage de Lily Rose Depp qui propose une cover justement du magazine Rolling Stone, et on voit les personnages donc de The Weeknd et de Lily Rose Depp qui refusent en disant que le magazine est un peu dépassé. Et également Lily Rose Depp qui défend Levinson, parce que dans une déclaration fournie à Rolling Stone, elle dit que c'est le meilleur réalisateur avec qui elle a jamais travaillé. Elle affirme qu'elle s'est jamais sentie plus soutenue ou plus respectée dans un espace créatif. Il y a 2 sons de cloche du coup, et aussi HBO qui a affirmé que l'équipe créative s'est engagée à créer un environnement de travail sûr, collaboratif et mutuellement respectueux. Et je suis un peu dubitative. Pourtant, Sam Levinson, il n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est pour ça que t'es un peu dubitative. C'est ça. Il avait déjà eu des accusations similaires pour sa série Euphoria. On a un peu touché le sujet tout à l'heure, mais en gros, Sam Levinson, c'est quand même un homme de presque 40 ans qui écrit sur des ados hypersexualisés qui sont constamment aussi nus, un peu chelou. Il a écrit des scènes comme où il y a un moment, il m'a dit, explique que voilà, elle avait 14 ans et elle sortait avec un homme de 40 ans, et t'entends la voix off qui dit c'était un peu un viol avec le recul, mais elle contrôlait quand même la situation, donc ça justifie carrément cette situation-là. Et Sam Levinson avait également évincé Barbie Ferreira qui jouait Kat dans la série parce qu'elle s'entendait pas avec lui, et Levinson apparemment faisait pleurer les acteurs et actrices en leur criant dessus pour pouvoir faire sortir leurs émotions. Ouais, c'est toujours l'idée de torture. Exactement. Il faut être torturé pour que ce soit bien. Ouais. Il y a également les actrices Sydney Sweeney, Minka Kelly et Martha Kelly qui ont toutes également exprimé un certain malaise auprès de Sam Levinson à propos des scènes de nudité complètement gratuites ou sexuellement explicites la saison dernière. Alors même si elles disent que le réalisateur a pris en compte leurs préoccupations, tout de même, gros male gaze. Alors, male gaze, excellente transition. Oui, pas du tout t'as vu ? Parce que, chers auditeurs, male gaze, female gaze, j'admets que moi, ce sont des concepts dont je n'étais pas familière jusqu'à 2020. Je remets en contexte, en 2020, Adèle Haenel quitte la cérémonie des Césars, la salle Playel, en hurlant la honte face aux nominations de Polanski. Suite à ça, Virginie Despentes avait signé une tribune dans Libération en son honneur qui s'appelait « Je te female gaze », en tout cas « Je te love gaze », et où elle avait commencé à dire ce truc de on se lève et on se casse. Et c'était moi la première fois que j'en entendais parler. À ce moment-là, en plus, il y a un film qui est mis à l'honneur dans lequel joue Adèle Haenel qui s'appelle Portrait d'une jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui a été récompensé et adoubé par la critique et qui semble un peu l'exemple parfait du film Female Gaze, avec des personnages féminins qui sont riches, qui sont complexes, bref, pas écrits par un homme. Exactement. A priori. Ouais. Il peut y avoir des hommes déconstruits, on y reviendra, mais enfin bon. Et alors, c'est là que l'on retrouve quelque chose que disait Godard. Tout ce dont vous avez besoin pour faire un film, c'est d'une fille et d'un flingue. Donc, un être humain est mis au même plan qu'un objet. Si possible, le flingue ou la fille, enfin on ne sait plus, devrait être jolie, donc érotique. Et c'est la règle qui semble avoir toujours prévalu au cinéma. Je sais que moi, par exemple, quand j'étais petite, je voulais déjà être comédienne et je rêvais d'être James Bond Girl. James Bond Girl sont des femmes qui sont belles et muettes, et ça me semblait être la quintessence de la féminité quand j'étais petite. Ouais. Alors que Carole Bouquet ou Sophie Marceau, elles ont fait des films bien mieux. Mais comme leur beauté, à ce moment-là, elle était genre encensée, et que je me disais le but de la vie d'une femme, c'est d'être belle. Sois belle et tais-toi, quoi. Ce que je veux dire, c'est toutes les choses à déconstruire qu'insinuent ces films à force d'en voir. En tout cas, il y a des réalisatrices
au hasard, par exemple Rebecca Zlotowski ou Alice Diop, qui vont plutôt que mettre l'accent sur les belles jambes d'une jeune femme ou leur décolleté, le mettre sur leur cerveau, leur personnalité, leur sensibilité. Alors, on va faire un petit moment not all men, juste pour nos 3 haters qu'on pourrait avoir sur les réseaux. J'admets avoir vu un film récemment réalisé par un homme, Louis Garrel. Le film s'appelle L'Innocent, où les personnages féminins étaient bien écrits, mais ça m'a étonné. C'est dire quand même comment on est passé sous silence. C'est que je suis sortie, j'ai fait à mon pote, je rêve où les persos étaient genre grave intéressants et pas du tout normés comme on en a l'habitude. Estomaqués, quoi. Mais bon, allez, continuez de prendre l'exemple sur Céline Sciamma, sur Rebecca Zlotowski et pourquoi pas Louis Garrel. Pour terminer ce sujet du jour, on se disait que, allez, on va terminer sur une note positive. Touche positive. On va vous donner des recos de films ou de séries réalisées par des femmes qui met en avant le female gaze et qui nous ont plu. Je te laisse commencer si tu veux, Audrey. Allez, let's go. De quoi vous en mettre plein les mirettes. Alors moi, je conseillerais I May Destroy You de Michaela Coel. Pour moi, c'est un génie. En gros, la série, elle suit le personnage d'Arabella et globalement, ça parle beaucoup de violences sexuelles, donc gros trigger warning, mais sous différents prismes. Ça parle de trauma, de choc post-traumatique, etc., mais sous un female gaze du coup. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de scène de viol en détail, en long, en large et en travers pour pouvoir comprendre les violences sexuelles. On en parle, mais c'est pas montré avec violence et c'est pas montré de manière perverse. Ok, je comprends. Ouais, c'est très cathartique, c'est très sensible, c'est même très drôle parfois, et c'est plein de nuances surtout. Il y a pas les méchants, les gentils, etc. Et donc la série, elle a gagné pas mal de prix, elle a gagné 2 BAFTA même, elle a gagné un Emmy Awards, donc je la conseille vraiment chaudement. Et toi, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Eh bien, je conseille, je pense que beaucoup de personnes en auront déjà entendu parler. Moi, j'aimerais mettre à l'honneur la showrunneuse Phoebe Waller-Bridge, qui a notamment fait Fleabag, cette série en 2 saisons absolument merveilleuse. Et dans une interview pour Télérama, cette showrunneuse, Phoebe Waller-Bridge, elle raconte que Fleabag est née d'une frustration face au manque de place laissée aux femmes pour s'exprimer. Et moi, je trouve que ça dit beaucoup. Quand une œuvre, outre qu'elle exprime ta créativité, elle naît du fait qu'il y a un feu dans ta poitrine, t'as envie de hurler, il y a un moment où t'es en mode genre, tu sais quoi, je vais aller chercher les budgets parce que vous me faites trop chier. Elle a aussi créé et développé une série que j'adore qui s'appelle Killing Eve, que je conseille vraiment à tout le monde, qui raconte l'histoire d'amour et de haine de chasseurs et chasseuses, d'une agente du MI5 et d'une tueuse en série psychopathe qui s'appelle Villanelle. Je veux pas trop en dire, mais entre le stylisme, l'intrigue, la relation amoureuse, tout est développé avec finesse. Vraiment. C'est marrant, le female gaze. Ça ajoute toujours cette finesse qui permet de sortir des clichés et on passe un très bon moment cinématographique. Alors, à vos écrans, bande de belles personnes. Et si vous êtes curieux ou curieuse sur ces concepts-là, Audrey a le livre qu'il vous faut. Exactement, ça s'appelle Regard féminin, une révolution à l'écran et c'est de Iris Bray aux éditions de l'Olivier. Et en gros, c'est un livre qui va complètement théoriser le female gaze de manière hyper accessible, où elle va expliquer la manière de filmer des femmes sans en faire des objets, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Elle va parler de représentation en dehors d'un schéma de domination. Elle va parler aussi comment on met en scène les violences faites aux femmes sans que ce soit une nouvelle violence reproduite à l'écran. En tout cas, je vous conseille vraiment ce livre pour comprendre davantage sur le female gaze. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie. Il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine. J'irai brûler en enfer avec vous aussi, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Car à qui vais-je m'adresser ? Eh bien, à Dora Muto. Je sais, c'est jamais une très bonne nouvelle d'entendre son prénom. C'est un automatisme. Mais il faut en parler. Très bon automatisme, Audrey. Il s'agit de la créatrice du compte Tajoui qui cumule 480 000 abonnés. Elle est aussi l'auteure du livre À fleur de paix, ça ne s'invente pas, Camoulox. Et elle est aussi transphobe publique et elle fait à nouveau parler d'elle. Alors c'est étonnant parce qu'au début c'était une femme considérée féministe d'avant-garde. Et puis les discours de plus en plus radicaux de la journaliste quant à l'exclusion des femmes trans des mouvements féministes militants. On a fait une figure du discours transphobe décomplexé. Tout commençait bien et puis c'est parti en couille. On dirait pas un twist où Harry Potter en fait était Serpentard depuis le début. Subtile référence à une autre transfemme, J.K. Rowling. Il en faut pour tout le monde, c'est le moment. Et on le connaît, le discours de Dora, de transphobie décomplexée, parce qu'en fait, tout le monde lui tend un micro, sous-représentant du coup les personnes concernées. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on donne souvent la parole aux gens qui se victimisent et qui disent quoi, on me baïonne, on me censure. Ils sont pas du tout censurés. C'est clair. Dora Muto, Pascal Pro, Mario Bros de Mario Kart, enfin ils sont partout tout le temps et personne sait trop pourquoi. Autre chose, fun fact, fait marrant, en français, elle se dit non pas féministe, fémiliste, car elle s'identifie avant tout comme femelle. D'accord.
Et je trouve ça très terre à terre. J'ai un peu un truc de, est-ce que moi, la prochaine fois que je vais me regarder dans le miroir, je serai en mode genre, je suis bonne aujourd'hui. Et après, je me dirai boniste. Tu sais quoi, moi, je suis boniste et je pense qu'avec mes gros bonnets, on ne sait pas. Ce côté de terre à terre, en fait, ça me fait un peu penser aux Américains. Je suis allée à New York récemment. Ouais. Et j'ai appris Wall Street. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Wall Street? Parce qu'avant, c'était la rue du mur. C'est juste vraiment des gens qui disent ce qu'ils voient. C'est quoi la 5e rue? C'est parce que c'est la 5e rue. Donc Dora Muto, elle s'est vue, elle a cru qu'elle était juste un animal, une femelle, donc c'est une féministe. Et je dis juste que entre les Américains et Dora, les Américains, comparé à eux, c'est pas les gens les plus intelligents qu'on ait jamais vus. Hein. C'est eux qui ont inventé les bananes enveloppées par du plastique ou la télé-réalité Too Hot to Handle. Je trouve que ça dit beaucoup. En tout cas, en octobre dernier, Dora Muto était invitée sur le plateau de Quelle époque de Léa Salamé sur France 2 et elle a défendu son point de vue face à Mariko, première femme transgenre élue maire en 2020. Et suite à ce passage, eh bien écoute, elle a été poursuivie par SOS Homophobie et Mousse pour injure et appel à la haine transphobe. Pour ces pourfendeurs, ce serait un procès en mégenrage, sauf qu'en fait, c'est une notion qui n'existe pas dans le code pénal. Déjà, c'était complexe, mais attends la suite. Du coup, elle fait appel, et pour payer ses frais de justice, elle a ouvert une cagnotte Litchi. J'ai regardé tout à l'heure au déjeuner qui s'élève déjà à 19 800 € pour l'instant. Oh non. Une forme de OnlyFans de la pensée, comme quoi la haine, ça rapporte. Je pense que je vais bientôt faire des photos seins nus avec un portrait d'Emmanuel Macron entre mes ins. Et Litchi est mis en défaut par Twitter, parce qu'on leur dit, excusez-moi, ça m'a l'air quand même un peu illégal de faire cette cagnotte. Mais il décide de pas ne la retirer, car non, ce ne serait pas illégal. Il faudrait attendre une condamnation pour que celle devienne de faire une cagnotte pour payer tes frais de justice. Or, ce n'est pas vrai. Il y a déjà des personnes qui ont fait des cagnottes pour avoir des torsoplasties qui ont été strikées par Litchi. Ouais. Alors que là, il y avait même... Oui, on est confus. Ou un autre exemple, c'est lorsque le boxeur de CRS des Gilets jaunes, Christophe Détinger, je ne sais pas si tu te rappelles de ce mec, qui s'était défendu à main nue sur un pont contre un CRS, avait eu sa cagnotte supprimée exactement, alors qu'aucune condamnation n'avait été donnée. C'est quand ça les arrange, quoi. C'est absolument quand ça les arrange. On n'est absolument pas tous logés à la même enseigne. Et moi, ça me donne envie un truc de boxer la transphobie. Je comprends. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. Hello, c'est l'heure de la reco Intello. Alors, pour vous, j'ai encore une fois épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins, j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus arty ne connaît pas. Alors moi, la semaine dernière, je suis allée voir une expo au musée Picasso. J'aime pas Picasso, mais je suis quand même allée dans son musée. Ça s'appelle Black is Beautiful. Et c'est une expo de Faith Ringgold. Alors, c'est génial, je vous la recommande. Elle court jusqu'au 2 juillet 2023. C'est à Paris, au musée Picasso, donc. Et c'est la première rétrospective en France qui est dédiée à cet artiste. Alors, je sais pas si c'est une artiste qui est non, j'aimerais trop te dire. Ah oui, mais grâce à toi, je connaîtrais maintenant. En gros, c'est une artiste américaine qui est très, très militante et qui est connue pour son engagement dans les luttes, notamment pour les droits civiques, le féminisme. Elle écrit aussi des livres pour enfants. Et voilà, elle fait pas mal d'huile sur toile, mais aussi beaucoup de peinture sur tissu. Et l'expo en a pas mal, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Elle travaille autour des communautés afro-américaines et de la question raciale. Et elle a expliqué dans le communiqué du coup qui a été écrit pour l'expo, la question était simplement de savoir comment être noir en Amérique. Et il n'y avait aucun moyen d'échapper à ce qui se passait à l'époque. Elle parle des années 60. Il fallait prendre position d'une manière ou d'une autre, car il n'était pas possible d'ignorer la situation. Tout était soit noir, soit blanc, et de manière très tranchée. On rappelle, c'était quand même à l'époque de la ségrégation raciale. Perso, j'adore son style. C'est un esprit un peu collage. T'as des figures et des formes plates. T'as beaucoup de couleurs. Et elle a fait une série politique qui s'appelle American People. Et en fait, ça montre le quotidien des Afro-Américains en relation du coup avec le mouvement des droits civiques. Et elle s'inspire d'auteurs comme James Baldwin. Elle s'inspire de l'art africain, de l'impressionnisme, du cubisme et de la Harlem Renaissance. C'est un mouvement en fait de renouveau de la culture afro-américaine qui a eu lieu dans l'entre-deux-guerres. Et donc, mes coups de cœur de cette expo, c'est les quilts. En fait, elle fait des peintures sur tissu matelassé, un peu comme des petites couvertures, et elle entoure tout ça de textes. Donc c'est un peu comme des petites histoires. J'ai lu dans The Guardian que l'artiste a déclaré qu'elle a commencé à peindre sur tissu justement pour s'éloigner de l'association de la peinture avec les traditions occidentales européennes.
Et ça lui a même permis de prendre de l'indépendance en tant que femme, parce qu'elle expliquait qu'elle pouvait simplement enrouler en fait ses œuvres, les emmener comme ça sous son bras, et qu'elle n'avait pas besoin d'assistance pour les amener de galerie en galerie. D'accord. Très féministe, même dans le concret et le plus simple, tu vois. Donc c'est ça que je trouve assez badass. Et elle fait également une critique dans tout son travail de l'histoire de l'art moderne, qui est très blanche, très masculine, notamment dans une série qui s'appelle The French Collection, et qui fait référence à des artistes comme Picasso, Van Gogh. Elle était leur contemporaine, elle peignait quand? Dans les années 60, mais jusqu'à maintenant, elle est encore là. Elle est encore vivante. She's alive. She's alive. Et donc, c'est une artiste qui me tient beaucoup à cœur, parce que même si aujourd'hui, elle est connue quand même du grand public, le public et les galeries à l'époque, elles étaient très, très réticentes au début de sa carrière, parce que elle peignait autour du racisme. Donc, forcément, ça faisait pas rêver les galeries. Et voilà, donc aujourd'hui, elle brille, notamment du coup au musée Picasso à Paris jusqu'au 2 juillet 2023 dans son expo Black is Beautiful. Trop bien, merci. Enfin une bonne raison d'aller au musée Picasso. C'est ça. Grâce à toi, on le sait. Allez voir Black is Beautiful jusqu'au 2 juillet de cette année. Donnez de l'argent aux associations venant en aide aux personnes trans comme Acceptess par exemple, car l'amour doit pouvoir rassembler plus que la haine en termes d'argent. Si vous voulez voir de magnifiques choses créées avec du female gaze, on vous a fait des recos. J'en avais une dernière sur le bout de la langue qui était le documentaire sur Pamela Anderson qui redonne à une femme sexualisée par tous les hommes qu'elle a pu rencontrer son histoire et elle le raconte avec du female gaze. Et je pense que je vais passer ma semaine à dire c'est grave, female gaze. C'est ton nouveau mot. Je pense que ça va un peu être mon nouveau mot. Je comprends. Bisous les amours. Franchement, à jeudi prochain, on vous adore. Gros bisous Audrey. Bisous. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Ashley Tola et Cassandra de Carvalho.